Bienvenue à tous dans Au Féminin depuis le Onomo Hotel sur Gabon Première. Créé aux États-Unis et instauré en 1985, Octobre Rose est une campagne annuelle de sensibilisation contre le cancer du sein. Occasion propice dans ce numéro de l'émission de vous parler de Octobre Rose et des différents types de cancers. Qu'est-ce que le cancer? Et pourquoi Octobre Rose lorsqu'on sait qu'au Gabon, en cette année 2023, nous en sommes à la 10e édition de Octobre Rose. Et en 10 ans de sensibilisation, y a-t-il eu des avancées au Gabon? Pour le savoir, notre premier invité est le professeur Ernest Belemba Ogo. Il est donc médecin cancérologue, enseignant à la faculté de médecine de Libreville et directeur de l'Institut de cancérologie d'Akanda. Difficile de se déplacer sans l'autre. Notre deuxième invitée est psychologue clinicienne. Je vous parle de Madame Béa Christelle Ndjengue Bengon, qui est avec nous pour l'occasion. Et puis celle qui va surprendre plus d'un dans son entourage et surtout au sein de sa famille pour avoir souffert en silence du cancer de la thyroïde afin de préserver, dit-elle, les siens de la souffrance. Madame Lisette Asselé est aujourd'hui une patiente en rémission et aussi initiatrice du concept « Le cœur d'une mère ». Voilà pour le fil conducteur de cette émission. Au féminin, c'est parti sur Gabon Première. Et voilà, nous sommes tous confortablement assis pour ce numéro de Au Féminin. Pour vous qui nous rejoignez seulement à l'instant, nous parlons aujourd'hui de Octobre Rose et des différents types de cancers. Et pour en parler, mes invités sont là. Le temps pour moi de leur souhaiter la bienvenue. Béa Christelle Ndjengue Bengon, bienvenue dans Au Féminin. Merci, c'est tout un plaisir. À partager. Hein. Et alors, pour ceux qui ne savent pas, vous êtes psychologue clinicienne, mais on va en parler tout à l'heure. Juste à côté de vous, c'est Madame Lisette Asselé. Bienvenue dans Au Féminin. Merci, c'est un plaisir de me retrouver avec vous sur ce plateau. Ah, on redoute un peu votre témoignage, mais je sais que ça va aller. Ça va aller, Voilà. ça va aller. Et ce serait uniquement pour édifier. Voilà. C'est avec plaisir que j'en suis là. Et en face de vous, celui qui va nous donner un cours sur la médecine et nous parler du cancer, le professeur Ernest Belemba Ogo. Bonjour. Bienvenue. Et merci de nous avoir invités. C'est toujours un plaisir de venir discuter, débattre sur le sujet du cancer. On ne va pas débattre, nous on va prendre des notes. Commençons par vous. Parce que pour ce traditionnel premier tour de table que nous faisons habituellement, qui pour nous est un prolongement détaillé de vos biographies. Je le fais souvent succinctement en amont. Que pouvons-nous retenir d'autre d'essentiel, professeur, sur vous? Parce que votre CV, je l'ai parcouru. Je ne savais pas quoi prendre d'essentiel, mais je sais qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc, il faut rester simple. Je suis un médecin d'abord, médecin cancérologue, donc un soignant, mais également je suis un enseignant. Un enseignant, des étudiants en médecine, mais également les spécialistes en cancérologie que nous formons depuis maintenant 6 ans. Quand vous dites cancérologie, vous le dites naturellement, mais c'est un mot qui fait peur. Pourquoi? Non, mais c'est le nom de la discipline. On ne peut pas faire autrement. Il faut le prononcer, il faut le dire. Voilà. Alors, je disais en entame que vous ne faites jamais un pas sans l'autre, professionnellement parlant. Et là, je me tourne vers Béa Christelle, qui est psychologue clinicienne. C'est complémentaire. Psychologue clinicienne, c'est quoi exactement? Le psychologue clinicien, c'est un psychologue spécialiste justement dans le domaine de la santé mentale et de la santé psychosomatique. C'est une étude que j'ai faite ici à l'université Omar Bongo. Je ne suis pas sortie. Donc j'ai un diplôme en psychologie clinique et psychopathologie. Et depuis plus de 10 ans, donc depuis l'ouverture de l'Institut de cancérologie, j'exerce au sein de l'Institut de cancérologie. Mais bien avant, j'ai travaillé pendant 6 ans dans les centres de traitement ambulatoire pour le compte du VIH-Sida. Donc j'ai envie de dire entre guillemets
un peu spécialiste dans les maladies particulières. J'allais vous m'arracher les mots de la bouche. Et comment faites-vous pour garder le sourire malgré ces maladies particulières? Je vais déjà dire qu'au départ, le choix de faire la psychologie n'était pas de moi. J'ai envie de dire c'est Dieu qui m'y a conduit. Et donc, c'est lui aussi qui me donne cette force pour rester tel qu'il veut que je sois auprès des patients que je côtoie, auprès du personnel et aussi auprès des parents qui sont pour moi une vraie source d'apprentissage à chaque fois. J'ai envie de dire que souvent l'habitude devient une seconde nature, mais on a l'impression que votre profession vous colle à la peau et ça nous rassure. Même moi, si j'étais malade, j'aurais envie de venir vous voir parce que vous apaisez. Vous apaisez. Lisette Asselé ne dira pas le contraire. Pas du tout. Elle qui, je sais, vous êtes quand même de formation infirmière, mais vous n'avez jamais exercé. Exactement, je suis une femme à multiples casquettes et une mère de famille, une mère d'une grande famille, une grand-mère et une femme qui a mis en place un concept que j'appelle le cœur d'une mère, tout simplement, qui prône le partage, l'amour et le pardon. Et pour vous dire vrai, c'est un concept que j'ai mis en place juste après votre témoignage que vous allez nous faire. Que je vais vous faire. Juste après. D'accord. Et elle est caractérisée par son sourire légendaire, professeur. La psychologue clinicienne. C'est mais ma vraiment, nature. Oui, voilà. Mais vous en saurez davantage parce que je vais vous proposer que nous marquions une petite pause parce que nous sommes au mois d'octobre rose. Et pour ceux qui ne savent pas que la sensibilisation a débuté depuis le 1er octobre, je vous propose de suivre ce spot. Et si vous ne vous êtes pas encore fait dépister, allez-y juste après. Bonjour Daniela, Bonjour Paul. nous sommes en quel mois? Octobre, Et le mois prochain? novembre bien sûr. Et pourquoi? Selon toi? Ah oui, octobre rose et novembre bleu. En effet, la sensibilisation, le dépistage et l'accompagnement psychologique se font dans 54 unités sanitaires mobiles sur l'ensemble du territoire national. Contre le cancer, je m'engage à une vie saine. Et nous sommes de retour sur Gabon Première. Au féminin, c'est l'émission que vous prenez en cours. Et ce spot que vous venez de suivre, autant pour moi, retenez que, je le dis devant les spécialistes, contre le cancer, je m'engage à une vie saine. Est-ce qu'on peut le répéter encore? Contre le cancer, je m'engage à une vie saine. Et ce n'est pas anodin que nous soyons là avec vous aujourd'hui. C'est ce que nous avons retenu, entre autres, dans ce spot, illustré par des jeunes, parce qu'il faut commencer par eux, pour leur dire que voilà les habitudes à prendre. Professeur, à l'entame, je vous dites naturellement le cancer. Sachant qu'avec vous, nous allons aborder des termes techniques, nous allons en apprendre. Et ceux qui nous suivent à la maison, n'hésitez même pas à prendre des notes parce qu'on n'a pas toujours l'occasion d'avoir un professeur sur un plateau. Et nous allons aborder avec vous non seulement la partie prévention, diagnostic, mais également traitement et suivi. Mais pour commencer, qu'est-ce que le cancer? Bien. Alors, qu'est-ce que le cancer? Mais avant de donner une définition, il est important de préciser quelques notions. Alors, le corps humain est structuré de la manière suivante. Il est fait de cellules qui se regroupent pour former des tissus. Les tissus se regroupent pour former des organes. Et l'ensemble des organes forment le corps humain. Donc la cellule, c'est l'unité élémentaire fonctionnelle du corps humain. Et ces cellules, elles vivent, elles peuvent se multiplier, se diviser, et elles meurent. Tout est programmé. Donc, elles ont un langage. Elles communiquent entre elles, les cellules. Alors, qu'est-ce que le cancer? Le cancer, c'est une cellule normale du corps humain qui change de caractéristiques, donc de forme, de taille, et qui surtout va changer son comportement. Et qui va commencer à se multiplier de manière incontrôlée. Donc, à force de se multiplier, on va voir apparaître une boule, une masse qui grossit, qui prend du volume.
Et surtout, cette cellule, elle a des propriétés particulières et détruit tout ce qui est à côté d'elle. Elle infiltre tous les tissus avoisinants. Et surtout, elle a la capacité de se détacher pour suivre le courant sanguin et aller s'installer ailleurs, pour s'installer et recommencer à créer notre foyer, à se multiplier. Donc c'est ce que nous, les médecins, appellent dans leur jargon des métastases. Et lorsqu'on parle de métastases, souvent vous évoquez aussi le cancer bénin, le cancer... vous avez dit ça? Bon, là, c'est un peu différent. Parce que oui, parce que quand le patient, ceux qui nous suivent, lorsqu'ils vont voir le médecin leur dit, écoutez, on constate une forme de je ne sais même pas si vous le dites à l'entame en disant cancer bénin, ou vous dites que c'est une tumeur bénigne. Tout à fait. Donc, en fait, lorsqu'on voit une masse quelque part au niveau du corps humain, on parle de tumeur. Donc, ça veut dire quelque chose qui pousse. Donc, la tumeur, elle peut être bénigne, donc qui n'est pas grave, c'est gênant, c'est disgracieux, mais ça ne tue pas. À l'opposé, on a les tumeurs malignes. Et c'est ça le cancer. Donc, qui sont plus agressives et qui se comportent comme ce que je venais de dire dans la définition. Donc, bénigne, maligne, bénigne, c'est que ce n'est pas grave. Ça ne tue pas. Mais maligne, c'est mauvais, c'est dangereux. Il faut consulter, il faut poursuivre les rencontres avec les spécialistes. Et nous sommes là au mois d'octobre rose, naturellement, qui est aussi synonyme aujourd'hui du mois de sensibilisation contre les cancers féminins. Pourquoi cette appellation octobre rose? Parce que tout le monde s'habille en rose, nous sommes en rose, ça devient comme un effet de mode, mais il doit y avoir toute une symbolique derrière. Bon, en fait, dans l'histoire d'Octobre Rose, en fait, il s'agit d'une Américaine qui a souffert du cancer du sein, qui était d'une bonne famille, donc qui était guérie de son cancer. Donc, elle a décidé de mettre ses moyens pour la sensibilisation, pour la lutte contre le cancer du sein. Donc, chaque année, au mois d'octobre, ils font des campagnes d'information, de sensibilisation, des actions pour promouvoir la lutte contre le cancer du sein. Et ce, depuis 1985. Voilà. Oui. Donc, tous les pays sont appropriés de ça. Donc, chaque mois d'octobre, on fait un peu cette sensibilisation. Mais nous, localement, au niveau du Gabon, on a essayé de s'adapter à notre environnement. On a vu qu'en dehors du cancer du sein, qui est le premier cancer chez la femme, ici, on a le cancer du col de l'utérus qui est également une préoccupation pour nous. Donc nous avons couplé la sensibilisation sur le cancer du col également à celui du cancer du sein. Donc Octobre Rose, nous on fait le cancer du sein et du col. Sachant qu'en 2022 déjà, en termes de statistiques, on a eu plus de 600 cas de cancer détectés au Gabon. Oui, disons que... De sein ou du col de l'utérus? Non. En fait, au niveau de l'Institut, pour l'année 2022, nous avons accueilli au total 688 nouveaux malades, tous cancers confondus. Donc 688 cancers. Voilà. Mais pourquoi mettre l'emphase sur le sein et le col de l'utérus? Il y en a 600, c'est dans quelle proportion? Bon, disons que en termes de proportion, le cancer du sein, c'est autour de 20% de cet ensemble-là. Et le cancer du col de l'utérus, un peu en deçà, autour de 16% de l'ensemble des cancers. Par curiosité, le cancer de la prostate, c'est à quel niveau? Le cancer de la prostate vient en 3e ou 4e position. Mais sur le plan scientifique, nous avons des expressions dédiées à cela. C'est-à-dire qu'on a les cas que l'on recense régulièrement, que l'on comptabilise avec un logiciel et qu'on appelle un registre des cancers. Et ces chiffres vont être rapportés à la population de la zone. Donc, pour le cancer du sein, l'incidence, donc l'importance de cette maladie, est de l'ordre de 19 pour 100 000 femmes. Si on prend 100 000 femmes, on est capable d'identifier 19 cas de cancer. De visu ou bien avec des consultations approfondies? Non, donc tout confondu. Donc sur 100 000 femmes, on est capable de trouver 19 cas de cancer du sein. Au Gabon? Au Gabon.
pour le col de l'utérus, sur 100 000 femmes, on est capable d'identifier 16 cas de cancer du col de l'utérus. Donc c'est ça les termes qu'on doit utiliser, l'incidence. Et quand vous dites Gabon, la concentration, c'est dans la capitale ou bien par rapport au registre, nous avons créé un registre du Grand Libreville. Donc qui regroupe la commune de Libreville, Ovendo, Akanda et un petit peu la zone de Toum. Donc d'où l'appellation de Grand Libreville. D'accord. Donc c'est une population qui est connue, dont on connaît le chiffre exact et la stratification par classe d'âge. Donc c'est cette population qu'on va ramener par rapport aux chiffres. Alors après cet exposé, on a compris que le cancer part d'une cellule, on va nous parler de tumeurs bénignes ou bien de tumeurs malignes. Voilà, on retient cela. Alors, pour donner envie à ces femmes qui parfois hésitent encore, parce que vous conviendrez avec moi qu'en général, lorsqu'on dit cancer, pour les gens, ça rime avec la mort. Comment on peut les encourager à aller se faire dépister et où? Bon, alors c'est ça l'intérêt d'Octobre Rose, c'est sensibiliser la population sur cette maladie, pour qu'ils entendent parler de cette maladie, pour démystifier cette maladie, parce que ça se soigne, ça se guérit, mais à condition qu'on le détecte tôt. C'est très important. Donc ces campagnes permettent aux gens de mieux connaître la maladie, donc ne plus avoir ces barrières, donc ne plus avoir peur, moins de signes d'aller vers les médecins. Donc c'est très important cette campagne de sensibilisation. Mieux vaut prévenir que guérir. Exactement. On stimule, on met l'accent sur la prévention. Sur la prévention. Parce qu'une fois qu'on détecte... Parce qu'une fois que la maladie est là, le traitement est plus lourd, c'est long, c'est lourd, c'est coûteux, c'est astreignant, beaucoup de contraintes. Donc si on peut l'éviter, c'est mieux. Donc on met l'accent sur la prévention. Alors 10 ans déjà que nous procédons à la sensibilisation durant le mois d'Octobre Rose 2023, ça fait 10 ans. Avec quelles avancées? C'est vrai qu'on est parti de... On continue à sensibiliser 10 ans après. On aurait cru que, de facto, les femmes le feraient naturellement. Alors, disons que si on jette un regard en arrière pour apprécier un petit peu ce qui a été fait, c'est vrai que nous sommes à la 10e édition. Donc c'est une manifestation entre guillemets qui commence à devenir dans les habitudes de la population. On constate que la société civile, les entreprises se sont appropriées du concept, donc, et essaient de la célébrer chaque année au mois d'octobre. Il y a aussi cette régularité. Donc nous sommes à la 10e édition, ce qui prouve quand même ça fait un bout de temps que ça existe, c'est bien. Mais surtout, nous avons maintenant, au niveau national, au moins 54 unités mobiles de dépistage, pas mobile, fixe. Fixe. Voilà, 54 unités. Aussi dans de grands Libreville? Non, c'est au niveau national. Parce qu'initialement, c'était uniquement dans Libreville qu'on pouvait trouver les unités de dépistage, les grands hôpitaux. Ensuite, on a élargi vers les centres de santé. Donc maintenant, on a exporté cela dans les capitales provinciales et même ailleurs. Donc aujourd'hui, on dénomme 54 unités de dépistage. Il y a aussi les unités mobiles, c'est-à-dire que localement, même sur Libreville, il y a des entreprises qui sollicitent le dépistage. Donc quand leur cadre... Ils deviennent des partenaires naturels. Exactement. Donc il y en a qui ont des centres médicaux, qui ont des infirmeries. Donc lorsque le local s'adapte, donc nous avons des praticiens qui se déplacent sur place pour faire les dépistages à leur personnel. À leur demande. À leur demande. Ils n'attendent pas Octobre Rose. Ils le font spontanément. Exactement. Pour le bien-être de leurs employés. Exactement. Donc ça, c'est une avance parce que les mentalités changent. Et de la même manière, il y a une étude qui a été faite au département de santé publique et d'épidémiologie de la faculté de médecine, qui est dirigée par le professeur Edgar Ngungu, pour mesurer cet impact-là auprès de la population. Donc l'étude s'intitulait « Les connaissances, les attitudes et les pratiques des populations sur le cancer ». On a des agents infectieux, bon, c'est ceux-là qu'il faut citer. On a aussi des causes entre guillemets, endocriniennes, hormonales, qui ont été citées. Autrefois, on avait constaté que les femmes qui prenaient certaines pilules, les pilules étaient fortement dosées.
Donc ça favorisait certains cancers, tels que le cancer de l'endomètre. L'endomètre, c'est le muscle qui tapisse l'utérus à l'intérieur. Donc ça donnait Attention, professeur, quand vous parlez de pilules, il ne faudrait pas que les femmes qui nous suivent se disent qu'il ne faut plus vraiment essayer de rassurer. Du tout. J'ai dit autrefois. Donc de nos jours, il y a une meilleure connaissance. Les pilules sont mini-dosées actuellement. Donc on maîtrise mieux ces médicaments. Le dosage. Tout à fait. Donc ne dites pas qu'on a suivi à Gabon Première, dans Au Féminin, le professeur qui disait que lorsque vous prenez la pilule, vous êtes porté à développer le cancer. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ça remonte il y a 20 ans, 30 ans. Donc ça, ce sont les causes d'une manière générale des cancers. Mais il y a les causes professionnelles, il y en a beaucoup. Donc on ne peut pas les éliminer. Puisque nous en sommes au cancer féminin, des plus connus, le sein et le col de l'utérus. Alors, pour le col de l'utérus, le principal agent responsable du cancer du col de l'utérus, c'est le papillomavirus humain, qu'on appelle HPV. Donc, il est responsable de 90% des cas de cancer du col de l'utérus. À côté de ça, on peut citer les autres facteurs, le VIH, le tabac, mais le principal agent, c'est le papillomavirus. Mais les non-fumeurs qui se retrouvent parfois dans des espaces fumeurs, vous avez eu des cas comme ça? On appelle cela le tabagisme passif. C'est-à-dire que l'actif, c'est celui qui fume lui-même. Le tabagisme passif, c'est celui qui est à côté d'un fumeur, donc qui respire la fumée du tabac. Donc, on ne peut pas tellement mesurer l'impact que ça donne sur la santé, mais c'est pas... Avez-vous connu des cas comme ça? Quelqu'un qui vous dit, moi, je ne fume pas? Oui, ça, on le trouve, mais il est difficile de dire que c'est le tabagisme qui est responsable de ça. C'est multifactoriel. Donc, quand quelqu'un a la maladie, elle est là. Donc, on ne peut pas vous dire avec certitude ce qui est à l'origine de ça. Parce qu'il y a plusieurs paramètres, plusieurs facteurs qui peuvent donner ce cancer-là. Dans le cas du cancer du col, c'est évident que lorsqu'on va aller identifier le parasite, le génome du papillomavirus, on peut dire à 90% que c'est lui qui est responsable du cancer du col. Mais ce n'est pas le cas pour toutes les autres localisations. D'où l'importance de l'hygiène où vous allez. Vraiment, mesdames, prenez soin de nettoyer parce qu'on ne sait jamais qui est passé avant, on ne sait pas à quoi on peut s'exposer. Et alors, je ne vais pas dire qu'on va boucler parce que je suis sûr qu'on prend des notes et moi aussi j'en ai pris, j'ai retenu. Pour boucler, du moins à ce stade de l'émission, venons-en au traitement. S'il en existe, et peut-être le suivi, existe-t-il des traitements et sont-ils toujours aussi coûteux? Parce que c'est une chose de prévenir, c'est une chose de diagnostiquer. Qu'en est-il du traitement et du suivi, surtout aussi au Gabon? Est-ce qu'on pourrait dire que nous ici on a la carte LACNAM-GS, est-ce que c'est couvert par LACNAM-GS? Alors, le traitement du cancer d'une manière générale, on a 3 grands moyens. Le premier moyen, le plus ancien, c'est la chirurgie. Donc, quand on peut, il faut enlever la tumeur. Deuxième moyen, c'est la radiothérapie. Donc, lorsque le malade a été opéré, on peut utiliser la radiothérapie pour renforcer ce traitement-là. Donc, en envoyant les rayons sur la zone où il y avait la maladie. Donc, cela permet de réduire le risque de récidive, que ça ne recommence. Enfin, le troisième moyen, ce sont les traitements médicaux qui comportent la chimiothérapie, l'hormonothérapie, les thérapies ciblées. Donc, ce sont les 3 moyens qui existent pour traiter les cancers. Maintenant, chaque malade est différent. Pour chaque malade, lorsqu'on pose d'abord votre diagnostic, on va aller apprécier le profil de votre cancer. Parce que les traitements évoluent maintenant à la carte. On peut avoir le même cancer, mais on n'a pas le même traitement. Ces organismes exactement, parce qu'il similaires. est différent en fonction des personnes. Donc actuellement, c'est ce que nous faisons. Lorsqu'on découvre votre cancer, on va chercher le profil moléculaire de votre cancer. En fonction de ces informations-là, on sait que vous avez besoin de tel type de traitement, tel type de médicament en plus ou pas dans votre traitement. Et ces traitements, on les appelle des thérapies ciblées. Malheureusement, ce sont ces traitements-là qui coûtent excessivement cher. Non, dites-le bien, professeur, ne baissez pas le ton. Bon, ça coûte excessivement, parce que ça, c'est la partie cher, là, parce ça que coûte cher. Ce sont des boîtes, je te donne l'exemple, la boîte coûte entre 2 millions, 3 millions CFA. Il faut une boîte par mois pour un malade.
Et ceux qui n'en ont pas, ils sont voués, ils sont condamnés à mourir? Non, bon, disons qu'on essaie d'abord d'apprécier, ce n'est pas tout le monde qui a besoin de ça. Et ceux qui ont besoin de ça, fort heureusement, actuellement, nous avons la caisse d'assurance maladie. Donc, lorsqu'ils ont assuré, on les fait les ordonnances et la caisse d'assurance maladie prend en charge l'achat de ces médicaments. C'est acté? Hein? C'est acté? Non, Parce que j'ai entendu le président de la transition, on parlait aussi des évacuations internes. Parce qu'en général, on est porté vers l'extérieur. Est-ce qu'aujourd'hui, et comment procéder peut-être, parce que c'est l'occasion aussi, il y en a peut-être qui n'ont pas cette information. Non, disons qu'en fait, je vous donne un exemple. Au niveau de l'Institut, quel que soit le malade qui arrive, son dossier doit être débattu à la réunion de concertation pluridisciplinaire. Quel que soit le spécialiste qui vous reçoit, il réunit toutes les informations et il vient présenter à l'ensemble du collège des médecins, qui a lieu tous les mercredis à 9h30. Et c'est là où on décide de votre traitement. Et ensuite, on va l'appliquer. Maintenant, en fonction de votre traitement, si vous êtes opéré, on va vous adresser vers les chirurgiens. Si vous devez avoir la radiothérapie, pour l'instant, nous sommes en arrêt pour ce type de traitement de radiothérapie. On va demander un transfert à l'étranger parce qu'on ne peut pas faire les rayons actuellement. Donc, pour les soins qui ne peuvent pas être faits localement, nous demandons un transfert à l'étranger. Sur décision du collège des médecins. Du collège des médecins. Et quand ça arrive, l'assureur, il prend en charge, il ne discute même pas. Ça se passe. Voilà. Alors j'espère que vous avez retenu la démarche, le centre de cancérologie. Nous avons le professeur Ernest sur ce plateau, je ne vais pas écorcher votre nom. Et il est à Kanda et nous sommes là dans la partie nord de Libreville, pour ceux qui ne savent toujours pas. Et je disais que l'un ne va pas sans l'autre. Parce que là, on a reçu un cours de médecine sur le cancer. Même si on n'a pas tout compris, on sait qu'on peut avoir des compléments d'information. Et Béa Christelle Ndjenge Bengon qui sourit déjà, et c'est que je me tourne vers elle parce que vous êtes complémentaire. Psychologue, clinicienne, après ce cours, même s'il n'aime pas, mais c'en est un pour les non-initiés, sur les cancers féminins, après toutes ces étapes que le professeur vient de nous décliner, quel rôle jouez-vous précisément en tant que psychologue clinicienne auprès des patients? D'accord, merci. Donc, il faut déjà partir sur le principe que maintenant, la prise en charge du patient atteint d'un cancer n'est plus que médicale. Avant, l'accent était mis sur le médical, sur le fait qu'il fallait soit aller vers un côté curatif, donc pour guérir la maladie, ou alors l'accompagner à travers des soins palliatifs. Mais aujourd'hui, avec l'OMS, on met l'accent maintenant sur une prise en charge holistique, où il y a autant le médical que le psychologique, que le social, que l'environnemental. Tout est mis en place pour que l'accompagnement du patient soit un accompagnement qui prend en charge l'être humain dans sa totalité. Parce que l'être humain n'est pas que organe, il n'est pas que psychologique, il n'est pas que spirituel, il est un ensemble. Et donc, c'est dans ce cadre-là que le psychologue intervient en regardant le côté où la maladie atteint le patient dans son vécu en général. Vécu au sein de son milieu professionnel, vécu au sein de sa famille, vécu en soi-même, déjà dès l'annonce de cette maladie, parce que comme vous l'aviez dit au départ, c'est une maladie, dès qu'on prononce le mot cancer, on commence à préparer ses obsèques. Voilà, on voit déjà la fin de vie. Ce qui n'est pas faux et qui peut se justifier parce qu'au départ, comme ce fut le cas par exemple pour le VIH, on n'avait pas les traitements qu'il fallait pour pouvoir aider les patients atteints de cancer. Et on ne savait même pas aussi ce que c'était que le cancer. Moi, je sais, par exemple, j'ai demandé une fois à mon père si la grand-mère avait eu un cancer. Il vous dit, je ne sais pas. Peut-être que ça avait été ça. Pourquoi? Et peut-être que c'était tabou aussi. C'était surtout le fait qu'on ne connaissait pas la maladie. C'était quelque chose d'inconnu. Aujourd'hui, vous voyez, on nous parle de cellules qui vont avoir des difficultés et tout ça et qui vont générer la maladie. Mais qu'est-ce que c'est que la cellule dans l'entendement d'un être humain? On ne sait pas ce que c'est qu'une cellule. Ça a l'air trop abstrait en fait.
C'est différent de dire à quelqu'un, tu t'es blessé, et puis on voit la trace ici, on saura que bon, pour me guérir, je dois mettre du sparadrap, je dois mettre de l'alcool, je dois faire ça. Mais là, on vous dit, c'est une maladie qui s'est générée dans votre corps de manière où on ne sait pas ce qui s'est passé. Alors, vous-même vous demandez, donc c'est moi qui suis un problème, c'est moi qui ai causé ça, ou bien c'est quelqu'un d'autre qui me l'a Et lancé. en général, lors des premiers contacts avec vos patients, vous procédez comment? Qu'est-ce que vous leur dites en premier? Parce qu'une fois que le professeur a posé le diagnostic, Oui. parfois on ne va pas rentrer dans la manière. C'est nouveau, vous venez de le relever si bien, cellules, ce sont des choses auxquelles on ne fait même pas attention. Vous commencez par quoi? Je peux rajouter une information Oui, là, par professeur. rapport pour aider à mieux comprendre ce que c'est qu'une cellule. Alors, quand vous regardez le maçon construire une maison, qu'est-ce qu'il fait? Il prend une brique qui pose, ce sont des briques qui posent les unes sur les autres. Les briques vont former les murs vont former la chambre, les chambres vont former la maison. Donc, la cellule, c'est l'équivalent de la brique. Donc, l'élément Central. voilà, central, unitaire de la maison. Donc, ce sont les briques que l'on assemble pour former. Ouais, on aime bien les démonstrations imagées. Lisette Assayé, n'hésitez pas. Hein, si vous avez une question, bon voilà. On revient à vous, Béa Christelle. Alors, lorsqu'un patient, parce que le collège des médecins décide, j'imagine que ça fait partie aussi du package, de dire il faut voir un psychologue. Vous prescrivez ça aussi parce que c'est important. On assiste même à RCP. D'accord. Et en général, c'est quoi les questions récurrentes des patients? Déjà, la première question à l'annonce, c'est pourquoi moi? Donc, c'est la première question que le patient se pose. Et vous répondez? Il n'y a pas de réponse à pourquoi moi. On ne peut pas lui dire pourquoi il a été choisi pour choisir. C'est peut-être pas le bon mot, mais on ne peut pas lui dire pourquoi cette maladie est venue chez lui et pas sur telle autre personne. Donc, c'est juste une écoute. Laisser la personne exprimer son ressenti, laisser la personne exprimer sa souffrance à cet instant-là. Après, le pourquoi moi, bien sûr, il y a qu'est-ce qui s'est passé, comment est-ce que j'ai pu attraper ça. Là aussi, nous laissons le choix aux médecins d'y répondre parce que nous ne sommes pas qualifiés pour expliquer la cause d'un cancer. Et ensuite, c'est qu'est-ce que je dois faire. Et c'est peut-être là où il nous est plus facile de répondre au patient en lui demandant à lui-même qu'est-ce qu'il veut faire. Parce que nous ne sommes pas là pour obliger les patients à s'inscrire dans une thérapie qu'ils ne veulent pas du tout. Sinon, à la fin, ça ne donnera pas les résultats qu'il faut. Mais nous amenons le patient à s'inscrire dans une thérapie où nous allons aller avec lui tout au long du traitement. Et c'est également le même travail que nous faisons. Donc, une fois que le patient accepte d'entrer dans la prise en charge médicale, nous l'accompagnons à chaque étape de sa maladie. Ça peut être au changement d'un traitement, d'un protocole décidé en RCP. Si on dit par exemple qu'on va changer de molécule, nous allons voir aussi le patient, lui demander s'il en a discuté avec le médecin, ce qu'il a retenu, quelles sont ses craintes, quelles sont ses attentes. Si on doit prendre la décision d'une chirurgie aussi, les médecins nous informent, nous retournons auprès du patient, nous le préparons pour la chirurgie, nous l'accompagnons le temps de la chirurgie, nous le revoyons à la fin de la chirurgie pour ensuite le confier aussi aux assistants sociaux que nous avons maintenant pour le suivi sur le plan. Voilà. Et lorsqu'il y a également aujourd'hui avec l'appui d'une ancienne structure, on a mis en place les soins palliatifs. On nous a inclus également dans les soins palliatifs qui consistent maintenant à aller voir les patients, même à domicile, pour leur apporter le soutien dont ils ont besoin. Et c'est quoi ces soins palliatifs? Ce sont tous les soins qui accompagnent aussi le patient, on va dire des soins de support, d'accord, qui vont accompagner. On a le psychologue, on a le kiné, on a le nutritionniste, on a les médecins eux-mêmes aussi, avec les infirmiers qui viendront par exemple pour les pansements, pour vérifier les ordonnances et tout ça. Donc c'est tout un ensemble on va dire comme un package, c'est ça, professeur?
qui est Est-ce que offert vous aux incluez patients. aussi la famille? Parce que c'est une chose, vous pouvez Tout avoir... à fait. Tout à vous fait. procédez comment? Tout à fait, parce que parfois la famille peut être un frein dans le soin, dans la décision de prise en charge du patient. Vous avez des parents ou des accompagnants qui vont vous dire non, on ne veut pas que la personne fasse une chimiothérapie, par exemple, parce qu'on a appris que la chimiothérapie tue. Voilà. Donc, il faut pouvoir enlever cette idée fausse de ce traitement, accompagner également la famille dans les différents moments, parce que tout instant où le patient va avoir une chimio et va se sentir un peu affaibli, la famille aussi prend le coup. Déjà, dès l'annonce, la famille prend le coup. La famille prend le coup dans le fait des hospitalisations. Imaginez une maman qui a de jeunes enfants qui sont peut-être scolarisés, qui va se retrouver hospitalisée 4 ou 5 jours. Il n'y a personne pour s'occuper des enfants. Les enfants prennent un coup. Vraiment très édifiant, vos interventions les unes après les autres. Béa Christelle, et après ce cours, vous permettez, hein, c'est ça aussi la sensibilisation. On pourra aider un parent, un proche, avant de faire place à Lisette Asselé, qui, comme je vous le disais autant pour moi, pour ceux qui nous rejoignent, Lisette Asselé est une patiente en rémission. Et donc, on va repasser le spot publicitaire de sensibilisation dédié à ce mois d'octobre rose. Et juste au sortir de là, Lisette Asselé va nous faire son témoignage. Bonjour Daniela, Bonjour Paul. nous sommes en quel mois? Octobre, Et le mois prochain? novembre bien sûr. Et pourquoi? Selon toi? Ah oui, octobre rose et novembre bleu. En effet, la sensibilisation, le dépistage et l'accompagnement psychologique se font dans 54 unités sanitaires mobiles sur l'ensemble du territoire national. Contre le cancer, je m'engage à une vie saine. De retour sur le plateau de Au Féminin, et je me tourne vers Lisette Asselé, patiente en rémission. Je sais que tout a débuté en 2015 et vous avez attendu près de 6 ans avant d'aller vous faire opérer. Exactement. Tout a commencé en 2016 à la suite d'une consultation ophtalmologique. Je suis allée voir mon ophtalmologue qui a constaté que je faisais une paralysie faciale et qui a voulu tout de suite, parce qu'elle a eu très peur, elle a voulu que j'aille voir un cardiologue. Je suis allée vers un cardiologue qui m'a auscultée et qui m'a demandé d'aller faire une échographie parce qu'elle avait peur, elle pensait, on se disait peut-être qu'il y a des vaisseaux, qu'il y a un caillot logé quelque part. Donc je suis allée faire cette échographie. À la suite de cette échographie, on a découvert que j'avais des nodules de la thyroïde, que j'avais des nodules thyroïdiens. Et c'est quoi la thyroïde? Sans être spécialiste, hein, parce Oui, qu'on a le professeur, effectivement. peut-être dites-le avec vos mots et le professeur va compléter. Mais la thyroïde, c'est un dysfonctionnement des hormones. Donc, j'avais déjà, il faut dire au départ que j'ai eu beaucoup de soucis personnels. J'étais souvent stressée à cause de ces problèmes personnels. Donc, j'ai même fait une dépression, ça je vous l'avoue. J'ai fait une dépression, je suis allée voir des psychologues, j'ai eu beaucoup d'entretiens avec des médecins, des thérapeutes aussi. Et en 2016, c'est vrai qu'il faut vous dire déjà que quand je suis allée voir l'ORL, il était question qu'on surveille un peu les nodules. Parce qu'au départ, ils n'étaient pas très gros. Donc on a dû surveiller, mais c'est allé très vite. C'est vraiment allé très vite. Entre l'ORL et l'endocrinologue qui me suivait, les choses sont allées très vite. Je ne pourrais pas vous dire exactement ce qui s'est passé. Le docteur pourra peut-être nous expliquer. C'était peut-être dû au stress, j'en sais rien du tout, mais les choses sont allées très vite. À un moment donné, je me sentais très mal, j'avais du mal à respirer. Quand je dormais la nuit, j'avais comme un boulot d'étranglement. Je m'étouffais en fait quand je dormais. Donc des fois, je me réveillais la nuit comme si quelqu'un m'étranglait. Et le médecin a demandé qu'il fallait urgemment que je me fasse opérer. Déjà bien avant ça, j'ai fait une biopsie. On m'a fait la biopsie et le médecin qui me faisait la biopsie, j'avoue qu'il n'avait pas été très clair. Je ne sais pas si c'était la peur de me dire directement
ce qui se passait à l'intérieur de ma gorge, ou à l'intérieur, on va dire ça comme ça, des nodules. Donc, il fallait que je me fasse opérer. J'avais peur. Il faut dire que j'avais vraiment peur. Je ne savais Avez-vous pas. eu droit à ce protocole décliné à l'entame des Oui. psychologues, Exact. des médecins? Et puis, je suis allée, comme je vous disais à l'entame, j'ai vu un docteur, c'est-à-dire un endocrinologue, qui m'a suivi. Donc, j'ai été mise tout de suite sous Ivothyrox, mais une dose vraiment assez réduite. Mais ça n'a pas marché. Durant tout ce temps-là, vraiment, c'est, comme je vous disais, ça allait très vite, au risque de me répéter. Et on a demandé que j'aille refaire une autre échographie. Donc, c'était, je crois, 1 an après. Et là, je me suis retrouvée avec 4 nodules. Je me suis retrouvée avec ces 4 nodules. Le médecin a demandé que je me fasse opérer en urgence. Voilà, celui qui me suivait ici étant en congé, et je me rendais compte que je ne me sentais pas très bien, parce que vous savez, d'abord, quand vous êtes avec un médecin, c'est d'abord une confiance. Quand vous avez confiance à un médecin, vous n'avez pas envie d'aller chez un autre. Voilà, on ne va pas aller chez un autre. On a toujours envie que c'est celui qui nous suit depuis qui soit là pour s'occuper véritablement de ce qui nous arrive. Et comme il n'était pas là, il était en congé, j'ai dû aller au Maroc. En urgence. Et là, nous sommes en 2021. Et là, nous sommes en 2021. Donc, je vais au Maroc, je vais voir un médecin qui m'ausculte et en me faisant la dernière échographie, il me laisse entendre que c'était des nodules. Il m'a dit, tout de suite, il m'a dit que c'était des nodules vraiment. Il a essayé un peu de me cajoler un peu parce qu'il ne savait pas comment me dire sur le coup. Mais quand il m'a dit, vous savez, c'est des tumeurs. Maintenant, on va vous opérer. Il m'a expliqué un peu comment allait se dérouler l'intervention. Bon, il faut dire que j'ai pris ça avec beaucoup de calme, parce que déjà, j'étais allée seule. Et toute seule? Et toute seule. Vous n'avez informé personne autour de vous? Je n'ai informé même personne, pas les parents? Pas du tout. J'ai dit à mes 2 sœurs que je partais au Maroc me faire opérer, puisque tout le monde savait que j'avais la thyroïde. Mais bon, la thyroïde, tout simplement. Personne ne savait ce qu'il y avait derrière cette thyroïde. Donc, je suis partie toute seule, j'avais très peur. Le médecin m'a mise en confiance et il m'a dit on vous opère, parce que moi, j'arrive aujourd'hui. Le lendemain, je vais au bloc. Donc, directement de l'aéroport à la clinique. Et on vous soumet, on parle un peu de l'irathérapie. L'irathérapie, c'est bien avant. Parce qu'après l'intervention, on a prélevé les nodules qu'on a emmenés à l'anapathe. Donc, au retour de l'anapathe, c'est comme ça qu'on m'annonce qu'en fait, c'est un cancer de la thyroïde. Et tout de suite, qu'est-ce qu'il fallait faire? Dieu merci, il n'y avait pas de métastase, la zone était assez propre, grâce à Dieu. C'est vraiment, j'ai été bénie des dieux, ça je lui rends grâce pour ça. Donc, il fallait absolument que je fasse l'irathérapie. L'irathérapie, c'est une sorte de chimio pour les cancers de la thyroïde. Donc, j'ai dû passer un protocole parce qu'il fallait que je sois pauvre en sel pendant 21 jours. Donc, 21 jours, il ne fallait pas que je consomme, que je mange salé et même pas tout ce qui sortait de la mer. Vous imaginez, c'était vraiment difficile. Et l'irathérapie, on vous met dans une chambre stérilisée, on va dire, et pendant 3 jours. Donc, ces 3 jours, vous ne voyez ni médecin, ni infirmière, ni fille de salle, personne. Vous êtes enfermé, vous n'avez que la caméra et le téléphone. Parce que la caméra vous observe en cas de quelque chose, et quand les médecins rentrent, ils ne rentreront pas aussi simplement. Il faut qu'ils soient préparés pour rentrer dans cette salle, parce que c'est de l'iode qu'on m'a ingurgité. Et le docteur pourra vous dire, l'iode, ce n'est pas quelque chose d'assez facile, et c'est très dangereux aussi, il faut le dire. Je ne vais pas exagérer, donc on n'a pas accès à une salle où quelqu'un a pris de l'iode. Alors, j'aimerais, parce que là, vous avez accepté, professeur a accepté de venir faire ce témoignage pour donner espoir à tous ceux et celles qui parfois pensent que, comme on le dit depuis le début, cancer rime avec décès, mais elle est un témoin, elle est en rémittance. Oui, en rémission. En rémission, exact. Pour moi. Exact. Oui, voilà, en rémission. En rémission, merci professeur. Donc j'aimerais que vous nous commentiez les photos que les téléspectateurs vont voir. Exact. Et ces photos qu'on va voir défiler, d'abord ces peaux rouges et verts qu'on voit en arrière-plan avec un contenu particulier
Qu'est-ce que c'est? Ce sont les nodules qu'on a enlevés parce qu'il y avait 4. Vous allez constater qu'il y a deux pots. Et ces 2 pots, dans chaque pot, il y a 2 nodules. Donc ce sont ces 2 nodules-là qu'on a enlevés. Et on vous voit également allongé sur le lit. Était-ce avant ou après l'intervention? Parce qu'il faut déjà dire que moi, quand je suis rentrée au bloc, j'ai eu très peur. Parce que, étant du corps médical, j'avais déjà quelques prémices. Je me disais, ces nodules, parce que quand le médecin a fait l'échographie, il a dit que c'était trop gros, très gros. Et là, j'ai pensé à tout. Oui, donc, ça s'est vu. Hein? Voilà, j'ai pensé à tout et je me suis dit, j'ai demandé au médecin, je dis, je voudrais que tout ce que... Et là encore, je vous ai épargné d'autres photos, parce qu'on a même filmé comment s'est passée l'intervention à ma demande. Donc là, je sortais du bloc et j'ai demandé, pour immortaliser ces moments, j'ai demandé à ce qu'on les prenne en photo. Et on va poursuivre avec cette présentation de photos parce que c'est son histoire, son entourage. Elle n'a pas voulu alerter son entourage immédiat. Exact. Il y a une autre photo, on vous voit en arrière-plan et devant vous, il y a le docteur Chimie. Oui, Smir Younes. C'était un médecin qui s'occupe des cancers de la thyroïde, qui est au Maroc. Et c'est lui qui m'a fait suivre l'irathérapie. Et vous voyez que j'étais dans la chambre. J'étais toute contente ce jour-là parce que j'avais fait 3 jours sans voir le soleil, on va dire. 3 jours. Et là, il fallait que je prenne par jour 3 litres d'eau. Et je vous assure que ce n'était pas facile. Il arrivait des moments où même quand je prenais de l'eau, j'arrivais plus à avaler, l'eau ressortait tout seul de la bouche. Et là, c'était affreux. Et quand je l'ai vu rentrer dans la salle, parce qu'on a dû faire la scintigraphie, qui montrait que je n'avais plus... j'avais déjà évacué l'iode, parce qu'il ne fallait pas qu'il y ait un reste d'iode dans mon corps. Donc c'est cette eau-là qui devait évacuer cette iode-là, après l'avoir ingurgité. Donc j'étais comme une gamine, j'étais tellement contente de le voir, parce que je voulais qu'il me dise, oui, Madame Asselé, tout est bon, vous pouvez sortir de cette chambre. Alors, je vais m'arrêter là parce qu'il y a le professeur qui vous a suivi et il vous a envoyé une vidéo qui confirme que vous êtes guéri. On va écouter juste ça et vous me direz ce que ça vous fait de revoir ce professeur. Bonjour, je suis le docteur Lalou Noureddine. Je suis médecin otorino-laryngologiste installé à Casablanca, au Maroc, depuis 1982. J'ai eu l'occasion de voir et de consulter Madame Asselé pour un problème de thyroïde. J'ai bilanté Madame Asselé et il s'est avéré qu'elle avait une tumeur de sa thyroïde. J'ai expliqué tous les tenants et les aboutissants de l'intervention. Madame Asselé a bien compris tout ce que je lui ai expliqué. Elle était calme, elle était compréhensive et tout s'est bien passé. Nous avons fait l'intervention. Il s'est avéré qu'elle avait un cancer de la thyroïde. Elle a subi l'irathérapie et aujourd'hui, on peut considérer qu'elle est guérie. Elle va prendre pendant toute sa vie les hormones thyroïdiennes et c'est tout. Madame Asselé se porte bien, je suis content pour elle. Vous pouvez avoir mes coordonnées sur Google. Merci et à bientôt. Merci de nous rejoindre au féminin. Encore quelques minutes à passer en votre compagnie. Nous sommes là avec le professeur Ernest. Il est cancérologue, je vais le dire simplement, et la psychologue Béa Christelle. Et là, vous écoutiez ceux qui étaient déjà là depuis le début, Lisette Asselé. Vous le reconnaissez? Qui oui, c'est et qu'est-ce que ça vous fait de le revoir? C'est celui qui m'a opéré, le docteur Laou,
Lalou, qui a été vraiment pour moi comme un père. Je vous assure que il m'a beaucoup soutenue. Et comme je le disais tantôt, je suis arrivée au Maroc toute seule. J'avais aucun membre de ma famille à mes côtés. Et cet homme-là a été pour moi un père. Vraiment. Je suis désolée, je n'avais pas prévu Non, ça. il n'y a pas de quoi, ça va nous permettre, professeur. Je vous vois regarder Lisette Assélé avec beaucoup d'attention et vous aussi. En un mot, ce témoignage, il vous parle et de quelle manière? C'est une histoire émouvante que nous vivons également assez souvent dans notre pratique quotidienne, donc qui se termine très bien parce qu'elle a eu tous les traitements qu'il faut, traitements adéquats. Donc vraiment, j'admire son courage de venir témoigner comme ça sur un plateau. Ce n'est pas donné à tout le monde. La psychologue peut en témoigner parce que vraiment... Et surtout, elle dit qu'elle veut donner du courage. Elle veut, parce qu'aujourd'hui, vous avez une hygiène, vraiment quelques petits mots, vous n'avez plus de glandes. J'ai plus de glandes, donc je sécrète plus de glandes. Je n'ai plus d'hormones comme tous les êtres humains. Mes hormones sont des comprimés de relais. Donc c'est aujourd'hui ce médicament qui remplace l'hormone que je devais avoir naturellement comme tous les êtres humains. Et vous n'imaginez pas ce que ça me coûte déjà physiquement, parce que c'est pas aisé. C'est pour ça que je lance d'ailleurs un appel à tout le monde, à ceux qui sont susceptibles de se sentir mal et qui soupçonnent une thyroïde, d'aller vraiment se faire consulter, parce que plus tôt on sait, mieux c'est. Voilà, donc je pense que c'est vrai que quand on a ça au début, on a l'impression de penser à quelque chose de banal. Mais quand on néglige et on arrive à ce que moi j'ai vécu, je vous assure que c'est difficile. Et surtout que j'ai dit à mes sœurs, bien après, et pas tout le monde, parce que mon père va le découvrir comme tout le monde ici. J'ai mes mamans, les sœurs de ma maman, parce que ma mère est décédée, mais elle a ses sœurs qui sont mes mamans, que j'aime beaucoup et qui m'apprécient. Et aujourd'hui, elles vont découvrir le petit côté que j'avais caché. Oui, un petit côté caché, mais c'était pour vous préserver, elle l'a dit. Donc c'était un mal pour un bien parce qu'elle vous aime, elle vient de le dire. Et alors nous tous, on va se reprendre de ces émotions. On va passer au conseil pratique, juste le jingle, et puis on va passer au conseil pratique et qui vont marquer la fin de cette émission. Et nous sommes dans des conseils pratiques et on va commencer par la psychologue clinicienne. Ces gens qui vous regardent, qu'avez-vous envie de leur dire, et les patients que vous avez déjà? D'accord. Bon, déjà, à tous ceux qui n'ont pas encore fait leur dépistage, c'est leur demander d'y aller. Allez vous faire dépister. Je pense que l'histoire de Lisette devrait nous servir de leçon. Elle a senti elle s'est sentie mal. Elle est allée aussitôt et aussi rapidement que possible auprès des personnes compétentes. Et aujourd'hui, on voit qu'elle a pu vaincre cette maladie. Donc, plus tôt vous y allez, et mieux vous avez des chances de vous en sortir. Et pour nos patients, c'est courage. Sachez que vous n'êtes pas seul, nous sommes là avec vous et nous vous accompagnerons toujours avec plaisir. Merci. Et ça, c'est bien de le dire parce que même sur ce plateau, vous avez donné aussi de l'énergie positive à Lisette Assélé. Qu'avez-vous envie de dire Dire déjà merci. Merci au plateau, merci au docteur, merci à la psychologue. Et je vais vous avouer quelque chose. Depuis mon intervention, depuis 2021, je suis repartie là il y a un mois, quand je suis rentrée du Maroc pour le contrôle. Je vous assure que je n'ai pas vu un psychologue. J'ai pas vu un psychologue. Déjà, quand on me l'a annoncé au Maroc, j'ai pas eu le temps de parler à un psy. Et aujourd'hui, j'ai l'occasion de parler à côté de quelqu'un qui peut m'aider, le médecin qui est là. Et ce que je veux dire, c'est que courage. Courage parce que c'est le courage, en fait. C'est avec le courage qu'on peut vaincre la maladie. Parce que moi, aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Quand je vais à un endroit et je sens que... Je vais vous donner un petit exemple. Soit en famille, dans un endroit où je sais que je ne serai pas à l'aise et il y a peut-être des choses qui ne me plaisent pas, qui vont m'énerver.
je préfère me retirer. Je me retire pourquoi? Parce que je me retire pour préserver ma santé. Et c'est important parce qu'aujourd'hui, j'ai tellement de restrictions, je n'ai plus le droit de m'énerver, j'ai plus le droit de stresser parce que le docteur peut le dire, ce sont des maladies qui ne vont pas avec le stress. Le cancer, ça il faut le dire. Et vous dites que le cancer de la thyroïde aussi, Oui. avant qu'on ne donne la parole au professeur, Oui. il y a beaucoup de femmes qui en souffrent. Oui, C'est aussi une exactement. autre forme de cancer féminin. Exactement, parce que moi, personnellement, j'ai joué un peu au docteur. J'ai dû faire des enquêtes. J'ai eu des gens qui m'ont parlé. J'ai eu beaucoup de femmes qui sont venues vers moi, parce que je suis allée vers certaines femmes. Et je vous assure qu'aujourd'hui, au Gabon, la thyroïde, et d'abord, pour la petite histoire, la thyroïde au niveau Mais pas trop long, mondial, parce que là, c'est vraiment oui, des conseils pratiques. exact. Et Voilà, le professeur donc, va conclure. On aujourd'hui, retient, par voilà, exemple, que les beaucoup de femmes en sont souffrent. plus touchées que les hommes. Et on va demander, on va dire au professeur, peut-être Octobre Rose 2024, aurions-nous la surprise d'y trouver aussi le traitement du cancer de la thyroïde? Ce serait intéressant qu'on introduise. Bon, disons que la thyroïde, c'est d'abord une glande qui est située à la face antérieure du cou, devant, par ici. Donc, qui sécrète des hormones qui contribuent à l'équilibre du corps humain. Donc, quand il ne fonctionne pas bien, quand cette glande ne fonctionne pas bien, on peut avoir d'extrêmes fatigues, une hypersudation, on peut être hyper agité, etc. etc. Donc, chez elle, on a découvert des nodules qui avaient des caractéristiques qui n'étaient pas normales. Donc, il fallait l'enlever. Donc, toute nodule au niveau de la thyroïde est suspecte. Donc, Dieu merci, ça a réussi. Ça a réussi, on l'a Et enlevé. ces conseils pratiques. Exactement. Avec le traitement qu'elle prend maintenant pour compenser ce que la thyroïde devait produire comme hormone. C'est pour ça qu'elle prend des médicaments actuellement. À vie. Voilà. Alors, les conseils pratiques, et c'est votre mot de fin? Alors, nous sommes au mois d'octobre, mois de la sensibilisation contre le cancer du sein, et comme on est localement avec le cancer du col de l'utérus, donc nous invitons toutes les dames à se faire dépister parce que ce sont des maladies chroniques, des maladies graves dont les traitements sont très onéreux. Donc, il est utile de faire le dépistage par ces moyens simples qui permettent justement de traiter, d'enrayer le processus de transformation avec des gestes simples. Donc, c'est très important que la population fasse cet effort-là de nous écouter et surtout d'aller vers le médecin. Surtout lorsqu'on a un signe qu'on ne comprend pas et qui perdure, n'hésitez pas à aller vers le médecin. Alors n'hésitez pas, moi aussi je vais vous le dire, moi-même je vais y aller, d'ailleurs je le fais chaque année, je n'y suis pas encore allée, docteur j'arrive, je vais le faire et j'ai simplement envie de vous dire merci professeur d'être passé sur ce plateau nous édifier sur cette maladie qui fait peur et qui parfois on se dit dès qu'on la découvre on est parti, mais vous avez un cas d'exemple, Lisette Assélé qui est parmi nous, femme courageuse, power woman, la psychologue qui nous a donné le sourire. Merci de vous occuper de tous ces malades, qu'on connaisse ou qu'on ne connaisse pas, c'est très important. Et vous à la maison, n'hésitez pas à aller vous faire dépister. Et qui sait, peut-être sur Gabon Première, Novembre Bleu, ça arrive aussi, professeur. Tout à fait. Peut-être ferons-nous une émission, pas forcément moi sur ça, mais j'ai envie de vous dire, faites-vous dépister. Et n'oubliez surtout pas que quoi qu'il arrive, il faut toujours garder le sourire comme le fait Lisette Assélé. Merci à mon équipe technique qui est toujours là. Merci au Nomo Hotel. Moi, je vous retrouve dans 15 jours, mais ça, ce sera avec une autre histoire. Au revoir.